Et oui, vous l'avez compris, c'est bien sûr l'analyse qui démarre ainsi sur Matin d'Éden. Merci de prendre le train avec nous. Mac Goudjanou, bonjour. Oui, bonjour à Turendo, bonjour à mon très cher Henri Ambaudet, bonjour à tous les amis téléspectateurs, internautes et aux auditeurs de la 102.3. J'espère que vous portez à merveille. Oui, très bien, en très belle forme. Lorsqu'il fait beau temps, je me porte très bien. D'accord, parfait. Allez, Henri Ambaudet, bonjour. Bonjour et merci de nous mettre la chaleur et cette vivacité ce matin. Et bonjour à Marc, il est pimpant encore ce matin en pleine forme. On salue également vous êtes également pimpant, vous êtes bien costumé. Justement, c'est peut-être à cause de la fraîcheur, Henri Ambaudet. Mais écoutez, il fait toujours frais dans le studio. Donc, on va remercier les auditeurs de la 102.3, mais également les fidèles abonnés. Les internautes qui réagissent. Oui. Merci, donc on est là. Allez, soyez les bienvenus sur ce plateau. Henri Ambaudet, je me penche vers vous. Justement, nous allons parler de ce premier sujet. C'est bien sûr le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Et à l'issue de ce conseil, désormais 3 profils pour la désignation des SE. Je pense que nous en avons largement discuté sur ce plateau, mais voilà que c'est clair. Désormais 3 profils pour la désignation des SE. Non, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé du moment où la question qui est au cœur même de ce débat, c'est la cohabitation entre les maires et puis les SE. Leur demander de choisir entre 3 profils, c'est qu'il y a toujours le tirage au sort qui est là. Il y a toujours que les SE détiennent la majorité du pouvoir dans la main. Il n'y a que les SE sont toujours le chef d'orchestre de l'administration territoriale. Il y a toujours que le SE ou bien la SE est l'ordonnateur ou bien l'ordonnatrice, donc ce qui est le point, bien évidemment, qui croche donc, au niveau de la décentralisation. Parce que quand cette réforme a commencé, c'est vrai que le président Patrice Talon a voulu repartir les choses, les rôles entre les acteurs de la décentralisation en mettant les SE à la tête de l'administration purement administration et les autres plus politique. Mais on a constaté que dans le rôle qui est dévolu donc à ce secrétaire exécutif, il y a forcément une ligne qui gêne, qui perturbe. Il y a quelque chose qui cloche. C'est bien évidemment le budget, l'exécution du budget. Et c'est vrai, comme on peut l'attribution des marchés. Puisque c'est de là, c'est même ce qui conduit très souvent les gens à investir financièrement dans la campagne pour devenir maire ou pour devenir conseiller. Aujourd'hui, on bloque donc la porte à ces avantages-là. Et donc, en leur demandant de choisir entre 3 profils, le problème n'est pas encore réglé. Il y a encore de choses à corriger. Mais Henri, il y a des choses curieuses, mais nous avons suivi quand même le tête-à-tête entre ces maires-là et puis le chef de l'État tout récemment. Mais il ressort que ces maires-là soient quand même très contents. Non, c'est faux. C'est des hypocrites. Et fiers de cette réforme. Ils ont joué à l'hypocrisie avec le chef de l'État. Si vous voulez, laisser caméra, laisser micro. Oui, allez ils sont quand même nombreux, hein, Henri Ambaudet. Marc vous confiera tout à l'heure qu'ils ont joué à l'hypocrisie avec le chef de l'État. Non. Ils ont joué à l'hypocrisie avec le chef de l'État. Allez les voir, ils vont vous dire que, hors micro, hors caméra, ils vont vous dire, non, écoutez, cette affaire-là, cette réforme-là, on a fait toutes les réformes, mais celle-là n'est pas la bienvenue, ça ne me permet pas de bien gérer. Parce que vous savez, de bien gérer, j'allais dire, vous savez, le maire qui a été élu, il a un électorat à gérer. Il a l'émanation donc d'une formation politique. Et forcément, quand on prend par exemple la bombe clavier, c'est l'UP. Et donc tout ce qui se fait aujourd'hui, on va mettre ça à l'actif de l'UP. Mais il y a des actions à faire, n'est-ce pas? De l'UPR ou de l'UP? De l'UPR, d'accord. Bon, d'accord. encore sur ce terrain-là. Donc, de l'UPR. Donc forcément, des actions à faire pour entretenir l'électorat, même si ce n'est pas le donner de l'argent, mais il y a également des actions à poser, il y a des actes à poser, par exemple, des réalisations à faire pour entretenir l'électorat. Mais la SE qui est là ne vous dira pas qu'elle
Elle est politique, elle est administrative, elle vous dit, je suis technique, et donc moi je me table sur ce qui est un certain nombre de choses avant de faire. Donc, ils ont joué à l'hypocrisie avec le chef de l'État, ils n'ont pas dit la vérité. Si vraiment ils ont dit la vérité, c'est que vous allez entendre qu'on a sauté le verrou et qu'il n'y a plus de SE dans nos mairies. Ce qui est là, c'est qu'on mettait toujours le tirage au sort. Même si, le tirage au sort, si on dit, Marcel Edo viendra tirer 3 personnes, faire le tirage, et qu'il tire, il ne vous connaît pas. Il y a que ça. Il ne vous connaît pas. Et les SE ne maîtrisent pas les réalités socio-politiques des zones dans lesquelles ils sont envahis. Donc, voilà. Allez, Mac Goudjanou, quelle est votre appréciation? 3 profils pour désormais la désignation des SE. Est-ce que le problème sera réglé ou va plutôt s'aggraver? D'abord, je pense déjà qu'à l'issue de la rencontre du chef de l'État avec les maires, les SE, les adjoints au maire également, a pu quand même permettre de recueillir quelques, en tout cas, brides des revendications ou des griefs que formulent généralement les maires à l'encontre des SE dans le fonctionnement et dans la mise en œuvre des programmes au niveau des mairies. Et déjà, il faut saluer d'abord la promptitude avec laquelle le chef de l'État, à travers le Conseil des ministres, a acté un certain nombre de décisions parce que moi je me posais même la question, entre la rencontre et la mise en place des réformes, il y a tellement une période très courte où je me dis même, est-ce que ce n'est même pas en amont? Est-ce que c'est parce que le chef de l'État est en train de penser mettre ces dispositions en œuvre qu'il a pris d'abord autant vite l'initiative de les rencontrer pour qu'on puisse quand même... C'est pas anodin. C'est pas anodin, pour qu'on puisse quand même comprendre qu'il a pu quand même les écouter, échanger avec eux avant de pouvoir aboutir à cela. Sinon, ces problèmes, ce sont des problèmes qu'on a toujours dénoncés et qui sont des problèmes réels et dont le chef d'État n'ignore pas la pertinence. Et donc, il faille quand même discuter avec ces acteurs-là pour montrer sa bonne foi, à pouvoir les écouter également avant de pouvoir mettre une réforme en place. Et c'est dans cet objectif que forcément le chef de l'État les a rencontrés d'abord, d'accord, avant de pouvoir mettre ces résolutions en œuvre, des résolutions qu'ils ont sûrement déjà pensées au niveau du collège des ministres, au niveau du gouvernement. Et qui a déjà abouti à cette décision. Mais au fond, je soutiens bien sûr l'avis de mon vis-à-vis, la personne d'Henri, dans la mesure où ça ne règle pas totalement les problèmes liés, par exemple, au fonctionnement des SE, en adéquation avec une synergie d'action avec les maires. La première remarque, c'est déjà qu'on sent une certaine transparence dans le choix, par exemple, des SE. Quand je parle de transparence, c'est que... Oui, on parle de 3 profils d'abord. On parle de 3 profils d'abord, des profils tirés au sort par les maires et en leur sein, ils doivent choisir un seul. Le réel problème qui se pose à ce niveau est que il doit les choisir, il doit choisir le seul séance tenante. Oui, séance tenante, oui. Ce n'est pas qu'ils vont rentrer d'abord, aller faire une analyse, par exemple, au niveau des 3 profils pour voir en réalité quel est le profil qui répond mieux à nos attentes, par exemple, ou bien à leur orientation ou leur vision politique. Parce que n'oublions pas que les maires sont d'abord, avant tout, des politiques, d'accord? Puisqu'ils ont été élus, voilà, exactement. Donc, il faille, s'ils allaient aller en arrière, c'est qu'ils doivent reconsidérer alors l'environnement politique pour voir au niveau des 3 là, lequel pourrait m'arranger dans mon fonctionnement. Les appels pourront aller de part et d'autre pour pouvoir faire les négociations, voir les propositions qui vont pouvoir aboutir. Mais on dit ces séances tenantes, ça veut dire que il y a déjà quelque chose qui... C'est juste en réalité... On veut montrer aux maires, en réalité, qu'on leur donne la main. De pouvoir choisir parmi... On leur donne l'impression qu'on leur donne la main, de pouvoir choisir... Ah, on leur donne l'impression. Oui, on leur donne l'impression de pouvoir choisir le SE qui va leur convenir. Mais en réalité, ça ne diffère pas d'un mode de fonctionnement. Et ça ne règle pas le problème. Ça ne diffère pas d'un mode de fonctionnement, par exemple, où on dit, on vient à la séance, d'accord? Même si ce n'est pas le maire, on dit à n'importe quel participant de venir tirer 3 noms. Il tire 3 noms. On lui dit, bon, parmi les 3 noms, tire un nom. Ça revient au même. Ça revient au même. La seule particularité, c'est qu'on veut que ce soit le maire même qui trie, d'accord, les 3, et que c'est lui-même qui, puisque après,
on pourra le confondre pour lui dire, mais lorsqu'il s'agissait du choix des SE, c'est vous-même qui aviez tiré. Voilà. Et donc, il serait normal que quand même vous essayez quand même de coopérer avec celui que vous avez choisi, parce que mieux, en tirant 3, vous avez encore eu la possibilité de tirer un parmi les 3. Et donc, l'autre problème qui va répercuter là également, que l'on ne perçoit pas également d'une façon ou d'une autre, c'est les orientations et les considérations ethniques qui vont poser problème également. Parce que n'oublions pas la réalité dans laquelle nous sommes au Bénin. Et parfois, il y a des affinités ethniques, même au niveau de certains secteurs ou de certains départements ministériels où vous voyez quand même qu'il y a d'affinités. Il y a un peu de régionalisme qui s'observe de part et d'autre. Et donc, n'oubliez pas que également, imaginons dans le choix des trois qui seront faits, si les 3 n'ont, par exemple, vous savez, connaissant bien la culture béninoise et notre histoire, lorsque j'entends un Yambodais, je peux savoir déjà de quelle région. Lorsque j'entends un Wendo, je peux savoir déjà de quelle région il vient, par exemple. Et que le maire peut se sentir, il va se dire, bon, lorsque j'entends quelqu'un qui est issu du centre du Bénin et que le maire est du centre ou la mairie est du centre, par exemple, il va dire, bon, ok, je préfère aller choisir dans le tri, bon, je préfère aller choisir par exemple l'un des nôtres ou bien l'un des nôtres. À moins que peut-être dans le choix des 3, c'est que le maire aura la possibilité de choisir un seul, c'est-à-dire que dans ce lot, à moins qu'il se retrouve dos au mur où il aura l'obligation. Mais l'autre chose que je ne suis pas encore arrivé à élucider dans ce mécanisme, c'est que lorsque vous faites le tri de 3 SE, est-ce que le seul SE qui sera retenu, est-ce que ce SE-là, c'est comme si je prends 3 bouts de papier, d'accord, que je dépose là, ça veut dire les premiers tris que j'ai fait. Et au niveau des premiers tris, est-ce que je vais encore remuer pour faire un tri ou bien je vais ouvrir tous les noms et choisir le nom que je veux? Ah oui, mais essayez de répondre à cette question. Non, ça fait deux possibilités. Exactement, ça fait deux possibilités. Donc ça fait partie de mes interrogations. Oui, si on vous donne la main d'ouvrir et de voir les noms. D'ouvrir et de voir les noms. Vous pouvez choisir un nom, vous pouvez choisir celui qui. Non, mais je vais choisir ce qui m'arrange. Maintenant, dans le cas où on ne vous dit pas, vous n'ouvrez pas. Et que parmi les 3, vous devez encore remuer pour prendre un. Donc ça pose également le problème. Bon, laissons alors tout ce mécanisme de choix et revenons en réalité aux problèmes qui sont liés au fonctionnement des SE. Le Conseil des ministres a déjà essayé de relever quelques-uns de ces problèmes-là, liés aux passations des marchés publics. Tout à fait. Où parfois les SE n'ont pas totalement la capacité, d'accord, technique qu'il faut, par exemple, pour appréhender, par exemple, en réalité, le mécanisme juridique devant rentrer totalement en compte dans le choix, par exemple, d'un marché, d'un partenaire ou d'une entreprise, par exemple, où parfois ils sont obligés d'aller en arrière, d'accord, de pouvoir demander, par exemple, des conseils, des expertises pour pouvoir quand même suivre le mécanisme. Aujourd'hui, maintenant, à travers le Conseil des ministres, je pense qu'on leur offre la possibilité, par exemple, de pouvoir s'appuyer sur l'autorité de régulation des marchés publics qui va pouvoir les aider aujourd'hui. Et l'autre chose également, c'est qu'il y aura un auditeur financier ou un contrôleur financier au niveau des mairies également pour pouvoir les aider dans leurs tâches. Mais le véritable problème qui se pose entre les SE et les maires, c'est une question de communication et de choix politique et de satisfaction de l'électorat politique des maires. Parce qu'en réalité, quand les maires sont là, tel que Henri l'a dit, ce n'est pas eux qui sont les ordonnateurs du budget. Et dans la mise en place de certaines décisions, que ce soit financier, technique ou administratif, ça veut dire que c'est le SE qui a le monopole là-dessus. Et donc ça empêche en réalité les maires d'avoir une grande marge de manœuvre. Et donc, c'était pour limiter un certain nombre de dégâts liés aux malversations financières qui existaient. Il y a eu ces mais en réalité, l'arrivée des maires ne résout pas totalement, l'arrivée des SE ne résout pas totalement le problème où aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus une synergie d'action entre les deux, où généralement, ils deviennent comme des opposants dans un même système qui doit normalement favoriser le développement local. Ce qui met en mal aujourd'hui la réelle forme de décentralisation qui doit avoir lieu. Puisqu'il
il y a beaucoup de projets qui sont initiés, beaucoup d'envie des maires de pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de règles, un certain nombre d'améliorer les conditions de vie, d'aménagement des routes et beaucoup d'autres choses. De régler, on avait abordé la question tout à l'heure au niveau des écoles, lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, après des inondations, après des pluies, comment régler le plus tôt possible ces problèmes. Et donc, les maires se trouvent limités parce que la SE, ils n'ont plus cette en réalité, les SE sont surchargés. Disons-nous la vérité. Les SE sont surchargés dans leurs tâches. De telle sorte que, vous avez vu, ils doivent régler le problème de gestion financière, le problème administratif, également les problèmes techniques. D'accord. Et donc, ça fait que les SE sont tellement surchargés de telle sorte que lorsqu'il y a de vraies questions de développement qui doivent orienter ou bien satisfaire la plupart des populations, ils sont limités dans leurs actions. Parce qu'ils n'arrivent pas à identifier en réalité la priorité dans les actions qu'ils doivent mener parce qu'ils sont acculés de part et d'autre. Donc, ce qui fait que dans la mise en œuvre, ils ont beaucoup plus de problèmes. Ce n'est pas forcément lié à leur qualité en tant que SE, mais c'est lié peut-être au fait qu'on leur donne beaucoup plus de charges. Déjà que l'État est en train de penser de régler un certain nombre de problèmes, je pense que d'ici là, peut-être, on va encore expérimenter cette nouvelle mesure pour voir. En réalité, est-ce que ça corrige beaucoup plus les problèmes qu'on a toujours dénoncés dans la mise en œuvre des programmes d'action entre les maires et les SE? Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont impactés par ces problèmes, c'est la population. Et puis, c'est le développement local qui est mis en mal. Est-ce que dans la vraie refonte du système, à travers la décentralisation, est-ce que c'est ce qui est souhaité? Est-ce que c'est ce que la décentralisation doit normalement prôner? Puisque là, on voit également un État central qui a le monopole de tout, d'accord, à travers les SE, et ça met en mal le vrai problème de développement. C'est vrai que les problèmes de corruption existent, les problèmes de détournement existent. Même avec l'arrivée des SE, on a toujours constaté ces problèmes, puisqu'il y a des SE qui sont poursuivis juridiquement. Et donc, ça ne règle pas le problème. Il faut repenser et revenir aux vrais fondamentaux de la décentralisation. D'accord. Puisque si l'État central doit encore tout diriger, et si on doit s'en tenir seulement aux questions de malversation, aux questions de corruption, la corruption, ça ne manque pas. Dans tous les ministères, il y a des cas de corruption. Dans toutes les directions, il y a des cas de corruption. Donc, les mairies ne font pas une exception. Le seul problème qu'il faut faire, c'est comment essayer de régler ces problèmes, d'accord, de trouver des mécanismes pour pouvoir limiter en réalité ces cas de corruption, ces cas de malversation, et mettre des limites. Et je pense qu'avec la réforme au niveau des SE, il y a également beaucoup d'insuffisances à ce niveau, beaucoup d'insuffisances, et il faut encore repenser totalement le système tel qu'on l'a toujours dit. Mac Boudjanou, ma question est de savoir, est-ce que ces maires auront toujours, une fois encore, cette occasion en or de rencontrer le chef de l'État et pour débattre de cette réforme? Malheureusement, parce que non. Le constat est qu'ils ont raté l'occasion en or, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, non, puisque le chef de l'État l'a dit que probablement c'est la dernière rencontre peut-être avec eux avant qu'ils ne quittent le fauteuil présidentiel. Et donc, ça veut dire qu'ils n'auront plus cette possibilité de pouvoir discuter avec le chef de l'État. Peut-être avec le nouveau chef d'État qui va venir, les réformes vont pouvoir changer et évoluer pour qu'on revienne à une vraie forme de décentralisation. Et pour la suite, comment ça va se passer? Les maires vont subir. Bon, espérons. Henri Yambodé? Non, les maires vont subir. En fait, vous avez bien fait de dire qu'ils ont raté une occasion. Non, ils auraient eu cette opportunité profiter pour dire... C'est une rencontre de vérité. Oui. Ah oui, on a fait cette réforme-là après 3 ans. On avait dit, ils ont peur, ils ne pourront pas le dire. Parce qu'il y a les enjeux. Il y a les enjeux électoraux qui sont là depuis à partir de 2026. Il y a également les élections communales. Et donc, les positionnements stratégiques, ce serait moi qui vais... Et c'est une période vraiment sensible. Et donc, ce qui a peut-être amené... Tel qu'on le dit généralement chez nous, enfant, tchoukou, mais on dit avant coudre. Voilà, c'est quelque chose du genre. Alors, mais oui, tout le monde bouche bée. Allez, nous allons passer, Henri, Mac, au deuxième sujet. C'est toujours parler du Conseil des ministres. L'État va construire 1000 habitations à Gambier. On nous dit que nous n'allons pas quand même manger les routes, manger les constructions et tout. Mais voilà que l'État prend encore une autre initiative, celle-là de construire 1000 habitations à Gambier. Henri Yambodé.
Oui, bon, d'abord, il faut déjà saluer cette dynamique-là qui est en cours avec le chef de l'État, même à quelques mois à 11 mois, mais à 10 mois donc de la fin de oui, mais est-ce que cette dynamique vous arrange, Henri? Est-ce que ça arrange la population? Absolument. Quand vous lisez... prendre tout le temps à construire les routes et tout? Oui, non, ça, c'est les habitations. Oui, les habitations aussi, ça fait partie de tout ce qui est en train d'être construit. Non, ça arrange, vous savez quoi? Vous savez que le développement, c'est sur plusieurs plans. Quand vous prenez une localité et que vous n'avez pas le courant, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas la route, on ne parle pas de développement. Mais Ganvié est une exception, bien évidemment, avec... c'est une cité lacustre et le projet là de construction de 1000 habitations est mis sur le coup du projet Réinventer Ganvié. Ce projet-là qui était initié bien sûr par le pouvoir donc en place pour donner une autre image à Ganvié, pour donner une autre image de tourisme à Ganvié. Et donc, dans le lot des actions à faire, il y a la construction, 2000 constructions d'habitations. Mais bon, si le gouvernement décide aujourd'hui de commencer avec 1000, c'est un pas. Parce qu'il faut dire que depuis que ce projet Réinventer la cité la plus de Ganvié a été initié, il y a beaucoup d'actions qui sont annoncées, mais qui n'ont pas pris corps. Il y a par exemple le marché flottant qui a commencé timidement. Il y a la construction route Kassato-Soava qui est toujours là. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a un premier pas avec l'annonce de cette construction-là qui va permettre aux citoyens, aux habitants de Ganvié de comprendre que le gouvernement n'a pas peut-être oublié ce projet-là. Que les promesses sont d'une manière ou d'une autre tenues. Tenues, oui. Et aussi, il faut dire que ça va donner plus de visibilité, bien évidemment, à Ganvié parce que vous savez, le président Patrice Talon a misé donc sur le tourisme et la culture, bien évidemment, pour encore... Des secteurs clés de développement pour le chef de l'État. Et Ganvié fait partie de cette localité-là qui, pour lui, est une vitrine où il faut travailler, il faut améliorer cette image-là pour la vendre. Et à construire 1000 habitations à Ganvié, pour moi, c'est déjà la dynamique qui est en cours, c'est déjà un grand pas qui est posé là. Il faut peut-être souhaiter que les choses aillent très vite, parce que le projet a duré. D'accord, que les choses aillent très vite pour permettre aux populations de bénéficier de ces habitations-là avant que le chef de l'État... Mais Henri, est-ce que ce n'est pas stratégique? Pourquoi à quelques mois des échéances, c'est à ce moment qu'il faut vous voyez les élections de 2026, qu'il faut faire déjà surgir les projets, commencer par les faire renaître et tout. Est-ce que c'est cette progression, c'est pas anodin? Non, cette progression, elle est légitime, bien sûr. D'autres vont penser que c'est parce que peut-être que, comme on est à l'approche des élections, on a commencé donc par annoncer ces constructions-là pour bien sûr avoir un bon électorat au niveau de... Parce qu'il faut le dire, Ganvié quand même, c'est des hommes et des femmes qui vivent, c'est des jeunes qui sont là-bas. Oui, mais il faut le dire. J'ai fait référence tout à l'heure au projet Réinventer Ganvié, qui est un projet qui a été initié il y a plusieurs années, mais dont les actions n'ont pas vite commencé. Oui, mais peut-être qu'on a entendu quelques... Parce que ça a commencé quelque part, parce que je n'ai jamais vu une exécution. Oui, mais la question qui se pose... Justement, c'est ça que je dis, parce que le projet a trop duré. L'annonce a trop duré. Donc, si on commence ce projet à ce moment précis, Henri Yambodé. Non, le timing, oui. Ce n'est pas un hasard, par exemple. Non, en fait, le gouvernement est seul à savoir le timing qui est favorable pour commencer peut-être un projet. Si mais un timing stratégique. Vous savez également que quand on prend, par exemple, un gouvernement, quand on prend un projet, je l'ai dit, il faut boucler le financement, il faut toucher les partenaires financiers, il faut un certain nombre de choses. Donc si tout un processus. Si entre-temps le financement n'est pas bouclé, ce qui est d'abord l'essentiel, si ce n'est pas bouclé, on ne peut pas donc démarrer un projet. Donc pour moi, c'est que si on annonce la construction de 1000 habitations, c'est qu'il y a une partie de financement qui est bouclée, qui peut servir à la construction. Donc le timing ne pose pas problème, bien évidemment. Voilà. Mais Magoudjanou vous dira tout à fait le contraire. Vous allez oui, Magoudjanou. C'est stratégique. Exactement, parce que vous savez, le projet
réinventer Ganvier ne date pas de 2025, ne date pas de 2024, ne date pas de 2023, ça date depuis des années. Et on s'est toujours posé la question avec l'aspect touristique qu'on est en train de souligner, qu'on est en train de relever au niveau du Bénin, pour pouvoir permettre à ce que le Bénin devienne un pôle touristique dans la sous-région. Ça m'a étonné qu'au niveau de Ganvier, tout ce qui avait été annoncé n'avait jamais pris corps. Et ça posait un certain nombre de problèmes, tels que Henri l'a souligné, peut-être des problèmes de financement, d'accord, ou des problèmes d'autres techniques qui sont liés à la réalisation. Trouver également des spécialistes, parce que lorsqu'on parle de Ganvier, on parle de maisons sur pilotis. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à pouvoir construire ce genre de maisons. L'embarcadère qu'il faut rénover, transformer totalement. L'assainissement. Ils ont annoncé déjà les travaux. Exactement, l'assainissement qu'il faut faire également. Et donc, ça rentre dans tout un programme qui, pour moi, a pris beaucoup de temps, a pris beaucoup de retard. Imaginez-vous, lorsqu'on avait eu à célébrer 2 éditions de la fête du Vaudon, s'il y avait déjà cette réhabilitation qui avait été déjà faite, même si c'était même à 50%, vous imaginez le nombre de touristes que ça va drainer et le nombre de ressources que ça va ramener à l'État. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'annonce de la construction D'abord, il faut souligner que ce n'est pas d'abord 1000 habitations qui seront construites d'un coup. 2500. C'est 250. D'accord, qui vont démarrer. 250 maisons d'abord. Dans la phase partielle, dans la première phase, c'est 250 maisons qui vont commencer. Et après, ils vont étendre à long terme à 1000 maisons. Et lorsque vous parlez de l'échéance, de la période, ce n'est pas à laisser de côté, parce que, vous savez, pour la réalisation d'un certain nombre de projets, moi j'ai beaucoup accusé un peu le gouvernement dans la précipitation, déjà à l'approche de 2026, de plusieurs chantiers qui sont lancés de part et d'autre. La preuve, lorsque vous rentrez dans Abomey-Calavi aujourd'hui, parfois pour circuler, il y a tellement de rues qui sont fermées. À Cotonou, c'est pareil. Dans d'autres villes, c'est pareil. C'est comme si, à la fin du mandat, tous les projets qui étaient là, ou tous les marchés qui étaient là, c'est qu'on doit tout attribuer, on doit tout vider avant de partir. On doit vider les et donc, ce qui se fait remarquer et qui est tangible, et que même le Béninois lambda remarquera partout, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Surtout au niveau des projets routiers. Il y a tellement de projets qui sont lancés. Ce n'est pas que c'est mauvais en soi. D'accord? Depuis que l'asphaltage avait commencé au niveau de Cotonou, on avait toujours crié que pourquoi Abomey-Calavi n'a pas eu son projet d'asphaltage qui est mis en œuvre ou qui n'a pas été réalisé depuis. Et donc, peut-être c'était lié à des problèmes de financement, à des problèmes de coûts. C'est vrai que ça vient maintenant vers la fin avec toutes les voies qui sont ouvertes de part et d'autre, qui nous empêchent de circuler comme cela se doit. Ça vous empêche de circuler? Oui, bien sûr, parce que pour pouvoir aller à un endroit, vous êtes obligé de contourner totalement. Et à Cotonou également, c'est pareil, hein, c'est la même réalité. Et j'en viens au cas d'espèce, aux maisons qui seront construites sur pilotis aujourd'hui. Le projet est lancé. On parle d'abord d'une première mise à disposition de 250 maisons sur pilotis. D'accord? Ça règle déjà un vrai problème d'aménagement au niveau de la cité lacustre. Ça favorise le tourisme, où parfois ceux qui vont venir auront plus de facilité de pouvoir s'installer et se sentir en sécurité. On a vu, il y a beaucoup de maisons vétustes au niveau de la commune de Soava, d'accord, où il n'y a pas un suivi. Et lorsqu'il y a la période de crue, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'événements qui surviennent, parfois des pertes en vies humaines, surtout au niveau de la couche juvénile. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes que ça va régler au niveau de l'assainissement également. Mais l'autre chose que je dis, et que Henri essaie de refuter, c'est que le projet est venu un peu en retard. Parce que c'est venu en retard où on a seulement quelques mois maintenant. Et je vous assure que les 250 maisons dont on parle, l'État ne pourra jamais finir avant qu'on aille aux élections. Ça, là, je suis très sûr et certain, je vous assure. Parce que en réalité, c'est quoi? Même au niveau des voies qui sont lancées de part et d'autre, lorsque vous regardez par exemple l'exécution,
c'est tellement lent que vous vous dites, c'est pas évident qu'ils finissent. D'accord, certaines infrastructures. Mais le ministre conseiller aux infrastructures pourra vous rassurer, Mac Goudianou. Me rassurer, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il est à pied d'eux, dans la réalité, c'est autre chose. Nous également, on circule et on voit. Et on voit la lenteur avec laquelle ces travaux... On voit la lenteur avec laquelle... Oui, mais lui, il est dans une position... On n'est pas dans les mêmes positions. Lui, il est ministre conseiller, il est là pour pouvoir défendre le gouvernement, pour pouvoir servir de griot au gouvernement. Moi, je ne suis pas dans ce rôle. Moi, je suis dans le rôle de journaliste en tant qu'analyste. Donc, moi, j'analyse les faits selon les éléments que j'ai. Et quand j'analyse ces éléments, je vois que même avec au niveau des routes qui sont lancées, il y aura de retard dans l'achèvement, d'accord, avant 2026. Et également, à travers ce projet qui est tant souhaité et qui vient effectivement, ce qui est un bon projet, ne l'occupe-t-on pas, mais qui, même, vous avez vu au niveau des journaux, tout le monde parle de 1000, tout le monde parle de 1000. Alors que dans le Conseil des ministres, on a dit la première phase, c'est 250 maisons. Aucun d'eux n'a pu dire qu'en réalité, dans la phase pilote, dans la première phase, là, c'est 250, et c'est à court terme que c'est à 1000 maisons. Ça veut dire que c'est une grande communication, d'accord, qui est lancée, et que les journaux en ont profité pour en parler. Et même vous l'avez fait. Même oui, mais moi, j'ai parlé des 250 maisons. Je n'ai jamais parlé de 1000 maisons dans ma une. Parce que vous regardez au niveau de palmarès, vous n'allez pas voir 1000 maisons. Et donc, ça veut dire que même dans la réalisation, à terme, c'est 1000. À terme, c'est 1000. Mais même dans les 250, vous êtes sûr qu'ils pourront réaliser les 250 avant 2026? Je ne pense pas. D'accord? Lorsque vous allez voir un fin technique, par exemple, et que vous lui demandez, est-ce que c'est réalisable? Dans combien de mois? C'est impossible. C'est impossible parce qu'en réalité, la structure de ces maisons ont même encore une particularité. Ça ne se construit pas également comme nos maisons que nous on construit par exemple sur terre ferme. Ce n'est pas la même réalisation. Et il faut parfois tout un travail technique, il faut parfois importer certains matériaux, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut faire. Et Henri ne me dira pas, je ne le connais pas en tant que technicien, mais même s'il était technicien, il ne me dira pas également que d'ici quelques mois, par exemple, les 250 maisons qui constituent la première phase seront achevées avant même que je ne parle même des 1000 maisons. C'est bien possible, Mac Goudianou. C'est bien possible. Nous avons le gouvernement encore 11 mois ou 11 mois, quelques semaines. En 11 mois, on peut construire 250 maisons. Encore que c'est sur pilotis. Donc, ça pas. Oui, les études donc, ont avancé, d'accord? Et donc, on ne peut pas reconnaître cette façon de faire au gouvernement qui est qu'on peut faire accélérer les choses avec les moyens adéquats, d'accord? Sans laisser des éléphants blancs, bien sûr. Sans laisser des éléphants blancs. Donc, déjà, si dans la première phase, c'est 250 maisons, c'est qu'en 11 mois, on fera le point. On fera le point. De toute façon, l'année 2025 va se boucler et on va attendre déjà vers les élections. On prend date. Ou parfois même, la plupart des ministres seront même en campagne déjà. Non, on prend date parce que vous savez quoi? Ganvié, la commune de Soava est stratégique. Parce que au niveau de cette commune n'a pas bénéficié beaucoup d'infrastructures. Et donc, arriver donc à faire ça au moins, dans le bilan, le président peut en parler. D'accord, les ministres peuvent en parler. Donc, il faut parce qu'il y aura d'une manière ou d'une autre de compte à rendre. Donc, il faut forcément arriver à faire bouger donc, ce projet-là, réinventer la lettre. Et c'est de la même façon que ça peut être également un argument politique. Un argument politique dans la mesure où on sait qu'on tend vers les élections. Et donc, du moment où le projet est lancé et qu'on commence peut-être par réaliser au bout des 11 mois, 10 maisons ou 20 maisons sur pilotis, on vous dit, bon, voilà, hein, on est déjà en train de mettre en œuvre un programme. De toute façon, j'aime quand même la considération politique que vous avez ramenée au niveau de la question. La considération politique, c'est que au niveau de Soava, de la commune de Soava, quelque chose n'a pas été fait de façon substantielle pour pouvoir quand même, de façon concrète, pour pouvoir montrer en réalité qu'ils sont intégrés dans le développement du pays. Et aujourd'hui, maintenant, c'est bien de pouvoir repenser les choses, de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, on est au cœur. La voie Aksato Soava, ça fait partie donc de il y a un mini embarcadère là qui permet. Donc normalement, on devait déjà démarrer cette voie-là avec l'électrification et tout le reste, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Au moins, donc, à ce niveau-là, on peut mettre à l'actif des projets exécutés donc, dans le pays. Et qui rentrent également dans une dynamique politique. Allez, merci. Nous allons passer à un troisième. On a affaire avec des politiques. Nous allons passer à un troisième sujet, Mac Goudianou, Henri. Conditions de vie des gloires artistiques d'antan, ça devient très critique, Mac Goudianou.
pour nos artistes. Vous les connaissez très bien, ces noms-là. Baba alias Toti Yome, Noti Yome, qui est dans un état vraiment critique. Davos Sébastien alias Fosseba. Madame Eliane Chagas, autant de noms, autant de gloires qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés, soit de santé ou d'autres difficultés. Et des cagnottes sont lancées de part et d'autre sur TikTok, sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp. Mais quelle est la cause réelle? Qu'est-ce qui ne va pas à Magoudjano? D'abord, il faut dire que les artistes ne sont pas considérés, d'accord, avec la même valeur, pas seulement le politique, mais également par les populations à la base. Parce que lorsque vous prenez un artiste, il incarne en réalité la vitrine également d'un pays, puisque c'est lui, à travers lui, que beaucoup d'autres pays connaissent également le pays. Et donc, aujourd'hui, on a constaté que les artistes qui ont longtemps fait la gloire du Bénin, par le passé, on longtemps permis quand même d'oublier des soucis, des enfants quand même plaisir. Exactement. Mis à part ça, même à l'international et dans la sous-région, ils ont impacté quand même le temps. Parce qu'on ne parle pas seulement que des comédiens, on parle également des artistes musiciens également qui ont fait leur temps. Mais on a compris que c'est des métiers qui sont... ça vous donne beaucoup plus de visibilité. Je ramène ça carrément à notre métier du journalisme. La presse. Au niveau de la presse. Lorsque vous êtes journaliste télé, par exemple, vous êtes beaucoup plus en vue. Les gens vous voient, ils sentent que vous êtes mieux payé, que vous êtes dans les grâces, vous êtes avec tous les conforts qu'il faut, Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est la même chose avec les artistes. Où parfois, ils font des œuvres qui font parler d'eux, même au-delà de nos frontières, où ils donnent, d'accord, tout ce qu'ils ont pour pouvoir le maximum d'eux-mêmes. Mais en retour, c'est qu'ils n'ont pas forcément le retour financier que cela doit leur donner, le confort que cela doit leur donner, la sécurité financière que cela doit leur donner. Ils n'ont pas forcément ça. Mais à qui la faute? Et donc, à qui la faute? Non, la responsabilité est partagée de part et d'autre. D'abord parce que nous n'avons pas des structures fortes qui permettent de faire mieux la promotion de nos artistes. Et ça ne leur permet pas d'avoir un bon circuit de distribution qui puisse leur permettre de pouvoir avoir un bon retour financier. Et donc ça même, la plupart de ces artistes dans des difficultés où ils vivent au jour le jour. Et lorsque vous vivez comme ça et que des problèmes de santé surviennent, je le ramène également à notre profession et vous constatez pourquoi. Parce que l'année passée, par exemple, il y a eu beaucoup de décès de journalistes. Et déjà, cette année également, la liste a été ouverte également. La liste est ouverte. Oui, également. Et donc, ça ramène également ce problème-là de la précarité au niveau de certains métiers ou bien de certains secteurs. De certains secteurs, par exemple, qui sont normalement des secteurs plus en vue. Tout à fait. D'accord, des secteurs plus en vue où on est au contact de la population, où on dénonce peut-être certaines réalités, puisque les artistes également le font à travers l'humour, à travers la musique et à travers beaucoup d'autres choses, mais qui sont des métiers qui sont précaires chez nous. Et le rôle du gouvernement également, c'est de prévoir un accompagnement, d'accord, pour ces artistes qui ont fait la gloire du pays. Qui ont révélé le ministère de la Culture. Il existait un fondateur dans la culture, je ne sais pas si ce fondateur existe toujours. Où en sommes-nous concrètement? Est-ce qu'il y a un accompagnement social pour au moins ces artistes même, ces anciennes gloires, au moins est-ce qu'il y a cet accompagnement-là? Parce que c'est des gens qui ont vécu au jour le jour dans la précarité, qui aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés sanitaires énormes et qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et ça interpelle également la jeune génération. La jeune génération, que ça concerne également que les artistes, parce que les artistes, ça concerne nous également, professionnels des médias, c'est que la relève, c'est quoi? Il faut que vous compreniez déjà qu'il n'y a pas d'accompagnement du gouvernement, il n'y a pas d'accompagnement des pouvoirs publics qui puissent quand même vous aider à avoir une couverture sociale, une couverture sanitaire qui vous permette quand même de pouvoir régler un certain nombre de problèmes, puisque vous êtes à votre propre compte parfois. Et donc, même au niveau des structures qui existent, qui sont des organes de presse, qui sont de grandes maisons de presse, très peu parmi eux prennent en charge la couverture sociale et sanitaire des professionnels. Au niveau des maisons de production également, c'est pareil. Et donc, il revient également à la jeune génération de commencer par penser à leur avenir. Et de prendre leurs responsabilités pour savoir
que je ne dois pas seulement rester dans ce secteur fixe, je dois trouver également d'autres sources de revenus. Oui. Et en dehors de ça, je dois prendre soin de ma santé puisque personne ne le fera à ma place. Et c'est ma vie qui en dépend. Et donc, c'est une responsabilité partagée de part et d'autre. Et moi, avec ce que subit cette génération, cette ancienne génération aujourd'hui, ça doit éveiller la génération qui vient pour qu'ils puissent prendre conscience et ne pas subir les mêmes problèmes. Allez, Henri Yambodé. Que se passe-t-il concrètement dans ce secteur? Ce que subit l'ancienne génération, la nouvelle génération, je vais répéter donc les mots de Marc, ça doit conscientiser la nouvelle génération. On ne va pas se voiler la face, on va se dire les vérités. Disons les vérités ce matin. Les vérités. Oui. Vous savez, quand vous êtes artiste, quand vous êtes journaliste, quand vous êtes même dans n'importe quel secteur, et que vous êtes dans les beaux jours de votre art, il faut penser à votre avenir. À votre avenir. Il faut penser à votre avenir en mettant les garde-fous, en vous mettant dans les conditions qui puissent vous permettre demain de vous prendre en charge. Je le dis comme ça va paraître un peu bizarre chez les gens que je suis en train de parler comme ça, mais il est constaté que, je ne cite pas ceux que vous avez cités là, que les artistes, il y a certains artistes que nous connaissons, au beau jour de leur art, dans les grands moments de leur art, ne font que dilapider leurs revenus, qu'on retrouve dans les buvettes, autour et sur les tables, avec 10 000 bouteilles de Guinness, de Aoyo et tout le reste. C'est eux qui, dans les boîtes de nuit. Voilà, c'est eux qui se retrouvent dans les boîtes de nuit, c'est eux qui s'achètent des grosses voitures sans même avoir un petit toit. D'accord? Quand vous menez cette vie et que au soir, vous ne pouvez plus avoir le minimum pour survivre, les gens vont vous regarder. Vous allez appeler à plusieurs reprises par n'importe quel canal le gouvernement à un accompagnement, mais ce ne sera pas ce que vous attendez. Parce que le gouvernement, n'importe comment, ne peut pas vous accompagner éternellement. Donc, il arrive que on doit insister sur le fait que quand vous êtes dans des moments de gloire de votre art, il faut arriver à mettre les gars. C'est pourquoi j'ai repris cette portion de phrase de Marc. Je prends juste un exemple. Allez voir par exemple un groupe, là j'oublie son nom, l'artiste, qui est menuisier, d'accord? Et qui chante très bien, et qui n'a pas laissé la menuiserie jusqu'à aujourd'hui. Il continue toujours de faire son métier et à côté la chanson. Mais quand tu es artiste et que tu es totalement, c'est de ça que tu nourris, c'est ça qui te fait nourrir, ta famille et tout le reste, il faut arriver à savoir que, mais écoutez, je ne peux pas chanter toute la vie. Il y avait un moment donné où je n'aurais plus d'inspiration. Mais qu'est-ce que j'avais fait dans les meilleurs moments de mon art? D'accord? Aujourd'hui, oui, on a constaté que certaines gloires ont problème de santé. Un jour, j'ai suivi une autorité communale qui disait qu'un jour, il a retrouvé dans le Nord-Méné une voix percutante de la musique africaine qui est connue sur le plan international. Dans des conditions. Mais qui, tu le vois, tu dois le méconnaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut que quelque chose soit fait pour, bien évidemment... Mais cela part d'abord de la prise de conscience personnelle. Oui, Makache a parlé donc de journalistes. Entre-temps, on va se voiler la face, il faut dire la vérité. Nos aînés de 80, on sait comment ça s'est passé. Aujourd'hui, vous avez votre salaire, vous savez ce que vous avez un plan déjà à faire. Tout à fait. D'accord? Et donc, hier, quand on prend le salaire, c'est pour peut-être voyager, aller au nord, mais à Parakou, ou à Lomé, finir avec le salaire, la belle vie et revenir sans souci. Aujourd'hui, non, on va dire la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, quand vous prenez votre salaire, vous savez, déjà vous avez un plan, vous avez un programme, je dois payer la scolarité, je dois faire ci. Donc, il y a cette prise de conscience. Surtout que la vie devient de plus en plus donc, chère. Au niveau des artistes également, il doit y avoir une prise de conscience. Parce que demain, ceux qui lancent les caillottes aujourd'hui, il faut les saluer, il faut les remercier. Mais ils ne vont pas le faire tout le temps. Tout le temps. Parce que les gens vont se demander, mais écoutez, tout le temps c'est eux, c'est quoi le problème? Il faut voir comment ça se passe ailleurs. Donc voilà, pour moi,
Oui, il faut l'accompagnement sanitaire. Il y a lieu de reprendre conscience. De reprendre conscience, sérieusement. Sinon, on va tout le temps critiquer le gouvernement, on va tout le temps dire qu'il n'y a pas d'accompagnement des autorités. Crier sur tous les toits. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité aussi à assumer? Et également, il faut s'appuyer également sur ce qui est fait dans la sous-région également. Lorsque vous prenez le Sénégal, par exemple, vous prenez le Burkina, par exemple, il y a des accompagnements, il y a même des logements sociaux, je pense depuis 2020, dédiés aux anciennes gloires, au niveau des artistes et des accompagnements de la prise en charge. Peut-être aller à cette école également. Nous pouvons également aller à cette école, quitte à quand même sauvegarder cet acquis culturel qu'ils représentent, qu'ils incarnent également. Allez, merci beaucoup à vous, Henri Yambodé, Mac Boudjanou.